Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Visionnaire. Je suis avec Stéphane Drouet, qui est psychopraticien, passionné de physique quantique, de neurosciences également. Et Stéphane Drouet, ça fait très longtemps que j'entends parler de toi. C'est la première fois qu'on a la chance de se rencontrer. Je pense qu'on a eu des parcours qui se ressemblent un peu, c'est-à-dire de passer d'un monde extrêmement rationnel. Hein. Moi, je suis une ancienne journaliste et j'ai étudié en sciences pour aller vers une quête de compréhension à d'autres niveaux. Toi, tu étais juriste et maintenant tu es psychopraticien, puis tu aides les gens à comprendre comment l'eau, et d'ailleurs, je vais tout de suite en parler parce qu'après ça, on va pouvoir aller plus loin là-dedans. Découvrir le pouvoir infini de l'eau quantique, c'est un atelier que tu donnes, produit par Conversation Papillon, avec ta conjointe, Stéphanie, et j'aimerais ça comprendre le chemin entre le juriste et l'eau quantique. En Alors, fait, c'est le premier de 3 ateliers déjà. oui, c'est ça. Donc, On va en reparler merci. après parce que tous les détails sont au-dessus de la vidéo pour les gens qui veulent aller voir les détails. C'est ça, c'est une série d'ateliers qui sont offerts. Juriste, bah écoute, ça m'a suivi pas forcément très longtemps, en tout cas pendant 4-5 ans. J'étais dans un service de ressources humaines et je travaillais pour une société dans la paye, la formation, etc. Et puis à un moment, j'ai rencontré le chemin des SS2I, des sociétés informatiques, qui m'ont embauché parce que j'étais un expert de paye. Puis ça m'a suivi pendant à peu près 18 ans. Et j'ai terminé par le plus gros projet du monde qui, à l'époque, était la paye de l'État français. 3 millions de payes. Mais bon, j'avais une situation qui était très confortable. J'étais reconnu dans mon métier, mais j'étais profondément malheureux. Et c'est Donc, souvent ça, la bascule de conscience qui fait qu'on va passer justement d'un métier à quelque chose de complètement différent. Puis c'est pas juste le métier qui change, c'est toute la vie. Alors, ça a été quoi le point de bascule pour toi, Stéphane? alors, ça s'est un peu chevauché parce que je te parle de 18 ans d'activité dans un domaine très spécifique, très métier et très conseil. Mais il y a 15 ans, en fait, j'ai vécu une expérience alors on va le dire avec des mots qui sont peut-être plus compréhensibles par le milieu du bien-être, c'est d'état modifié de conscience dans le sud de la France. Et j'apprenais à pratiquer une méditation qui s'appelait la méditation Merkaba, qui était peut-être connue à une époque, en 18 mouvements. Et lorsqu'on a eu l'occasion de la pratiquer sur ces 18 mouvements, en fait, j'ai une fenêtre de conscience qui s'est ouverte. Et là où c'était très déstabilisant, c'est-à-dire que je voyais une réalité qui était aussi réelle que ce que je pourrais toucher là, par exemple, tu vois. Je touche cette table là, qui est là. Et c'était aussi réel, ça a duré, bah, c'est difficile à dire, mais à peu près 6-7 minutes. Et ça a bouleversé totalement mon existence. Et j'ai mis 9 ans pour être capable d'en parler. Je ne sais pas si tu imagines. Voilà. Oui, j'imagine. Donc il y a eu ce moment très, très fort qui m'a amené à me dire, mais finalement, c'est quoi la réalité? Parce que si les yeux fermés, je peux vivre une réalité qui est aussi réelle, c'est pas un rêve, hein, c'est aussi réel que celle qu'on est en train de vivre, alors finalement, c'est quoi la réalité? Et c'est la physique quantique qui est venue à moi dans les premiers temps, parce que moi, je n'avais rien à voir avec le milieu du bien-être à l'époque. Donc ça a été la première chose. La deuxième expérience, c'était il y a 5 ans en Argentine où je vivais l'expérience du PIS, qu'on va peut-être avoir l'occasion de partager, qui est le rituel que l'on propose, une pratique. Dis-nous tout de suite, c'est quoi PIS? Là, on va faire une petite parenthèse parce que c'est une méthode, en fait. Là. Oui, c'est une pratique que l'on propose depuis maintenant 7 ans. Donc, processus empathique d'abandon corporel et émotionnel, donc c'est l'acronyme. Et depuis 2 ans et demi, on pratiquait le PIS dans une conscience qui observait les sensations et dans un abandon à ces sensations. Donc c'était très corporel. Donc c'est une conscience qui en fait s'associait au corps et aux sensations. Donc une conscience qui était limitée à ce cerveau et à ce corps. D'accord. Et puis un matin, j'étais sur les plateaux andins, j'étais seul. À plusieurs. Alors, je ne sais pas si tu es déjà allé dans les Andes, mais là, c'était pas très haut. J'étais à peu près à 2005-3000 mètres, ce qui n'est pas haut pour les Andes. Et ce matin-là, en pratiquant le PIS dans une conscience qui se limitait au corps et à la tête, eh bien, tout à coup, pouf, la conscience était partout. Et au lieu que la conscience perçoive les sensations juste à partir d'un espace limité et localisé, la conscience s'est délocalisée partout et les sensations étaient perçues à partir de ce champ de conscience qui est partout. Hein. Donc ça a été vraiment un cap très important parce qu'on est passé d'une pratique neurosensorielle à une pratique purement quantique. Hein. On va parler de l'eau après parce que l'eau est... Oui, puis on va parler du quantique, j'aimerais bien que tu puisses nous l'expliquer de façon simple, si c'est possible. Ouais. Et je termine, la troisième expérience, c'est une expérience de mort imminente que j'ai vécue il y a presque 3 ans maintenant.
juste dans une cérémonie avec des plantes chamaniques où je me suis pas aperçu tout de suite que mon cœur s'était arrêté de battre et j'ai arrêté de respirer aussi, seulement au bout de quelques minutes. Hein. Et donc là, l'expérience m'a montré qu'en fait, la vie continue et le regard continue surtout. C'est-à-dire la conscience d'être en lien avec quelque chose continue. Hein. Donc, ta question, c'est le quantique. Je vais mettre ça en contexte là, parce que j'avais Stéphane Alix récemment en entrevue pour son livre La mort n'existe pas, qui me parlait aussi de ses expériences avec les plantes chamaniques, l'ayahuasca entre autres. Et ça peut quand même, c'est important de mettre ça dans un contexte parce qu'il y a des gens qui expérimentent dans des contextes qui sont pas bien entourés ou en tout cas qui sont pas bien contrôlés, et puis ils vont vivre des expériences un peu moins intéressantes. Alors dans ce cas-ci, est-ce que c'était dangereux pour faire une expérience de mort imminente? Il y avait quelque chose quand même de dangereux là-dedans? Je n'ai pas énormément pratiqué. J'ai dû avoir 3 cérémonies en l'espace de 5 ans, donc c'est pas énorme. Hein. Là, c'était avec des champignons. Et en fait, la chance que j'ai, je te le dis parce que tu me poses la question, c'est que maintenant, je peux vivre ces cérémonies juste sans prendre de plantes, mais en étant à côté de gens qui prennent des plantes. Mais ça m'intéresse plus en ce sens que je pense qu'on peut tous arriver là par d'autres pratiques que justement la consommation de plantes chamaniques. Tout à fait. Donc voilà, c'est ce qui m'est arrivé il y a encore quelques temps parce qu'on a voulu faire l'expérience avec un ami qui propose là plutôt des molécules qui sont intéressantes. Moi, je voulais pas en prendre, mais j'étais présent et j'ai vécu la même expérience, en tout cas dans des champs qui sont des champs de conscience qui sont très proches. J'ai vécu la même expérience que les personnes qui étaient là. Et donc, je peux dire maintenant que je peux vivre dans une cérémonie sans plante. C'est très intéressant parce que finalement, la conscience, comme tu l'as expliqué, elle est partout. Hein? Elle n'est pas localisée au corps. C'est pas le cerveau qui sécrète la conscience comme le foie sécrète la bile, par exemple. Ce qui fait que quand on vit ces expériences de champ de conscience élargi, et bien après ça, tout est possible. Et c'est d'ailleurs ce que vous proposez, mais à travers l'eau. On va parler de l'eau maintenant. Puis qui m'amène dans le quantique parce que, bon, les 3 ateliers gratuits qui commencent la semaine prochaine avec Conversation Papillon, c'est découvrir le pouvoir infini de l'eau quantique. Commençons par parler de l'eau quantique, puis après ça, on verra ce que ça fait dans notre corps. Alors tout à l'heure, on va peut-être faire des liens avec le quantique parce que tu posais une question sur le quantique. Pour moi, en fait, l'expérience du quantique, c'est quelque chose qui m'est familier déjà, je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire alors déjà, ce sont des lois quantiques. Il y en a 5 ou 6 qui sont majeures. Et au-delà de ça, si tu veux, c'est prendre conscience que, comme tu l'évoquais, le corps vit dans un champ de conscience qui est beaucoup plus large que le corps et qui ne commence pas ou qui ne se limite pas au corps et au cerveau. Hein. C'est-à-dire que le cerveau et le corps sont des récepteurs d'un champ de conscience qui est invisible. Aujourd'hui, la lumière, c'est, tu vois, tu mets un 0 puis une virgule, tu mets 12 zéros après la virgule et 4%, la lumière qui est visible. Alors imagine en fait qu'on vit dans un monde où on voit très peu de choses. Hein. Donc le quantique, si tu veux, c'est ce champ de conscience qui est fait d'informations, d'énergie, et le champ de conscience se manifeste par de la lumière, des photons. Hein. Et ces photons, en fait, se manifestent de manière discontinue. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont portées par des particules, la lumière est portée par des particules qui sont des photons, qui tournent avec ce qu'on appelle un spin. Et ce spin peut être, et la lumière associée peut être intégrée par quelque chose, une substance qui ne serait ni liquide, ni solide, ni matérielle, ni immatérielle, ni visible, ni invisible. Et la substance qu'a choisi la vie, c'est l'eau. D'accord. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler du quantique, de cette dimension invisible où il y a des interactions entre les photons et donc la lumière et les électrons et les protons qui sont la matière, ces échanges-là qui ont lieu en permanence. Et c'est là où on ne peut pas en parler s'il n'y a pas d'eau. Je voudrais juste faire une précision parce que c'est ça ma compréhension du quantique. Hein? C'est vraiment la science de l'infiniment petit et il y a une expérience quantique quand il y a une rencontre entre la lumière et la matière. C'est ce que tu viens d'expliquer. Oui, alors c'est une science un peu dans le quantique qui s'appelle l'électrodynamique quantique, mais pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant à partager dans l'expérience humaine. Après, il y a plein de choses comme notamment la superposition. Tu vois, il y a pas mal de lois, 5 ou 6, qui sont majeures, qui sont incompréhensibles au niveau mental.
parce que ce n'est pas binaire, ce n'est pas polaire. Mais le plus intéressant dans les ateliers que l'on va partager la semaine prochaine, les ateliers gratuits, c'est cette dimension en fait d'échange entre un champ de conscience qui a besoin de se manifester et qui utilise la lumière pour cela, mais cette lumière qui reste essentiellement invisible va se manifester pour nous apparaître. C'est comme Dieu, si Dieu essayait de se manifester, ou la vie essayait de se manifester d'une certaine façon, et a choisi comme substance l'eau, mais un certain état de l'eau. OK. Alors, parlons de cette eau quantique à ce moment-là, parce que notre corps est essentiellement composé d'eau. Tout le monde sait ça maintenant. Hein, on est fait de, il y en a qui disent 70, d'autres 80. Je ne sais pas exactement c'est quoi le pourcentage de l'eau dans le corps, parce que ça varie selon certaines interprétations. C'est quoi la tienne? Alors, en fait, si tu veux, il y a des confusions, et c'est normal, puisqu'en fait, ce qui gravite un petit peu dans le milieu du bien-être, c'est la proportion qu'a le corps dans son poids en eau, d'accord? Donc ce que tu évoques, c'est le poids en eau, c'est-à-dire la masse de l'eau au niveau du corps. C'est-à-dire l'embryon, c'est à peu près 90%. Comment je dirais, à l'âge adulte, on est aux alentours de 65-70%. Et puis, voilà, à force de vieillir, on perd de l'eau, ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi on vieillit. Dans le cycle naturel de la vie, on perd de l'eau. Et à peu près aux alentours de 70 ans, on doit être environ aux alentours de 55% d'eau. D'accord ? Par contre, il y a une notion qui n'est pas connue et qui date des années 2015, qui a été proposée par un biophysicien italien, et qui met en évidence qu'on est composé à 99% en quantité de molécules, on est composé d'eau. OK. 99% quand même, rien que ça. C'est beaucoup. Ouais, voilà. Ouais, c'est énorme, ça veut dire qu'on est... Alors notre ego, je ne sais pas comment il le prend, mais on est essentiellement de l'eau et des membranes, c'est-à-dire des fascias. Donc ça veut dire que si on enlève les membranes, pouf, flaque d'eau par terre. Ça se résume à ça. Ça veut dire que nos neurones, c'est essentiellement de l'eau. Et nos cellules, tout court, c'est essentiellement de l'eau à 99%. Ça paraît bizarre. Comment on fait interagir ça consciemment, cette lumière qui transporte l'information, la connaissance pure de l'univers, et le corps physique qui est essentiellement fait d'eau, comme tu le dis, à travers les liquides, le sang, la lymphe, tout est eau dans le corps. Comment on fait interagir et comment on capte cette connaissance-là, selon vous? Ça va être l'atelier des 3 ateliers gratuits. On va plus en parler dans le deuxième, parce que ce qui est important, c'est de positionner dans le premier atelier un petit peu le positionnement de l'eau aujourd'hui dans la création. Parce qu'on ne voit l'eau que comme quelque chose qu'on doit boire, qui assure la vie, mais au niveau quantique, on n'a pas du tout cette dimension-là. En fait, si tu veux, au quotidien, déjà quand on parle de lumière, on parle d'infrarouge. On ne parle pas de tous les photons. Et aujourd'hui, le principal pourvoyeur de photons infrarouges, c'est le Soleil. Or, si tu suis bien l'actualité, on est dans la 11e année d'un cycle solaire, qui est l'année la plus forte. Donc, on a des éruptions solaires, nous on suit ça tous les jours, tous les matins et dans la journée, pour voir un peu comment les éruptions solaires évoluent. Et à chaque fois qu'on est sous l'influence d'une éruption solaire, eh bien, on absorbe beaucoup plus de photons. Ce qui fait que ça a un impact sur les accidents de la route, sur peut-être des inflammations qui apparaissent, sur des crises émotionnelles qu'on peut avoir avec nos relations, nos parents, nos enfants, et, dans notre couple et avec des collègues, etc., des amis. Ça peut être à la fois aussi des sas d'ouverture à plus de créativité. Donc ça a 2 polarités. Donc, attends, mais là, j'aimerais que tu élabores un petit peu, là, parce qu'on parle d'éruption solaire. Je comprends ça parce que ça m'a intéressé, mais les gens ne sont pas nécessairement familiers avec ça. Et on sait que les éruptions solaires ont des effets, entre autres, sur nos appareils électroniques. Ça peut jouer sur les appareils électroniques. Donc, si c'est le cas, ça va jouer aussi sur notre corps, qui est un champ magnétique. Et moi, personnellement, je le ressens dans mon corps quand il y a des éruptions solaires. Je vais avoir mal à mes articulations. Oui, bien sûr. Oui, parce que en fait, l'eau du corps, alors c'est un état très précis qu'on évoquera durant le premier atelier, qui est le 4e état de l'eau, qui n'est ni liquide ni solide, et qui a une composition qui n'est pas de H2O, mais de H3O2. Et cet état de l'eau, en fait,
est très sensible aux photons infrarouges, c'est-à-dire à la lumière. OK. Alors, on sait aujourd'hui que si ton corps n'absorbe plus de lumière, eh bien, petit à petit, il meurt. Il y a eu des expériences, notamment de spéléologie, ou même dans des cages de Faraday, où on reste complètement isolé d'un rayonnement cosmique ou d'un rayonnement solaire, et au bout d'un moment, tu vois le métabolisme qui commence à chuter, au bout de 2 à 3 semaines. Donc, on sait aujourd'hui qu'un corps, moi je l'ai vu lorsque j'ai vécu mon expérience de mort imminente, pardon, un corps ne peut vivre que s'il est capable d'absorber de la lumière. Et pas juste la lumière, je dirais, que l'on voit, mais la lumière tout court, qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, si tu veux, au jour d'aujourd'hui, ce qui fait que la vie est possible, c'est des infrarouges, donc de la lumière, de l'eau dans un certain état, couplé à ce qu'on verra qui est une eau, on va dire, mesurée en déchets et toxines, contrairement à ce qu'on voit en naturopathie, par exemple, où on dit qu'il faut absolument se passer des déchets et toxines. Ben, en fait, s'il n'y en a pas dans le corps, la mécanique de la vie ne peut pas se passer. Alors, dans une certaine mesure, évidemment. Oui, bien sûr. Donc, ça, c'est la troisième composante. Et la quatrième, ce sont des membranes qui sont hydrophiles. C'est-à-dire que toutes les cellules sont entourées d'une membrane qu'on appelle un fascia, qu'on trouve autour de nos nerfs, autour de nos muscles, autour, je dirais, de tout ce qui existe dans notre corps. C'est un immense fascia. Donc, quand on a ces 4 composantes, alors je te le fais rapide parce qu'en fait, on passera un peu plus de temps, eh bien, la vie est possible. Et lorsqu'au quotidien, on absorbe cette lumière, mais que cette lumière fait l'objet de contractions, imagine par exemple que la peur, ce soit de la lumière d'abord. Un moment d'impuissance, ce soit d'abord de la lumière, qui est une contraction de l'espace, une certaine contraction de l'espace. Et que cette contraction de l'espace se matérialise sous forme d'une contraction de la molécule d'eau, c'est-à-dire que l'espace entre les molécules d'eau se réduit, ben, tout à coup, là, tu as une émotion. Intéressant. Et en fonction de cet espace, l'espace n'est pas le même entre les molécules d'eau qui va exprimer la peur que lorsque tu vas ressentir, par exemple, la frustration. C'est pas la même chose. On verra dans le deuxième atelier comment finalement la vie des liquides dans ce 4e état de l'eau, couplé à cette eau qu'on a évoquée avec les déchets et toxines, et bien sûr au quotidien, je dirais, notre réponse au monde que l'on voit, moi j'appelle ça un regard liquidien, qui est un regard finalement assez bridé, et qui voit un monde bridé. Donc on vit dans un langage qui est bridé. Qu'est-ce que tu veux dire bridé, là? Bridé dans le sens où, si tu veux, au lieu de vivre avec la réalité, on a un avis sur elle. D'accord. Alors, on a une interprétation. La vie, notre réalité, c'est l'interprétation, le regard qu'on porte sur la vie. C'est ça. Et en général, un refus. C'est-à-dire que si, en fait, l'espace se réduit entre la molécule d'eau, entre les molécules d'eau et d'autres molécules, on est dans une contraction au niveau du corps. Il y a des milliards de molécules d'eau, on l'évoquera. Et donc, ces milliards de molécules d'eau, imagine qu'elles réagissent de la même façon, je ne sais pas, face à ta mère qui crie, ou à ton enfant qui ne veut absolument pas ranger sa chambre, etc. Et que ton corps se contracte de manière assez homogène, et là, tout à coup, ben, en fonction de sa contraction, tu vas ressentir de la colère, de la tristesse, de la frustration, que tu vas aussi aimer. Ça va jusque-là. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là, Stéphane? Parce que c'est ça qui est intéressant. Là. Je comprends qu'on peut expliquer la physique quantique, mais si on ne peut pas l'appliquer à notre vie puis améliorer notre sort, devenir un meilleur être humain, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là? Alors, avec cette information, ce qui est intéressant, c'est de se dire, finalement, est-ce que je peux vivre avec ces contractions? Parce qu'il y a des contractions, il y a des dilatations, mais il y a aussi du silence. Quand tu vis le silence de la molécule d'eau, le silence, c'est finalement, ça met tout le monde d'accord. C'est-à-dire que si tu vis une expérience quotidienne, peu importe ce qu'elle est, dans toutes tes catégories de vie, et que le silence du corps est présent, ben en fait, tu fais corps avec la réalité, tu vis avec. Donc, au lieu d'être en réaction, au lieu d'être en contraction, on est dans un état d'accueil qui, finalement, empêche la détérioration du corps. Parce que si on n'est pas en contraction, ben c'est comme si… Alors, ce que je comprends de ce que vous expliquez, c'est comment, avec cette information-là, on peut avoir une vie en meilleure santé, avec des émotions qui sont mieux gérées, avec une réalité qui est plus agréable. C'est ça. C'est ça. Ce qu'on va me proposer durant les ateliers, c'est de montrer en fait comment la maladie se crée, mais comment aussi elle se libère.
comment on apprend à vivre avec nos maladies, parce qu'aujourd'hui, on combat nos maladies, alors que les maladies sont là pour montrer quelque chose, et sont là pour montrer qu'il y a quelque chose quelque part qui refuse une réalité, ou plusieurs, dans notre quotidien. Non, ben là-dessus, on s'entend très bien. Là. Moi, j'enseigne la santé consciente aussi à travers cette réalité-là qui est que quand on comprend que c'est un symptôme, le symptôme, c'est un signal, c'est un message du corps qui veut qu'on transforme quelque chose. Bien sûr que ça nous amène dans une autre forme de conscience là, pour pouvoir être co-créateur de notre guérison, minimalement. Ouais. Alors, ce qui se passera, si tu veux, c'est qu'on aura une pratique à la fin des 2 premiers ateliers. Donc, je peux vous dire un petit peu comment on peut exploiter finalement l'eau que l'on met, parce qu'en fait, l'eau que l'on boit, ça, je dirais, on a beaucoup d'informations dans le milieu du bien-être aujourd'hui, mais l'eau que l'on met, je dirais, c'est une dimension que l'on connaît assez peu aujourd'hui. Hein. On l'a évoqué, 99% d'eau, mais elle est constituée de quoi? Elle est structurée comment? Quelle histoire elle raconte, cette eau qui est dans tous mes fascias et dans tout mon corps? Quelle histoire elle raconte? Et cette histoire, si tu veux, eh bien, au lieu de la combattre, eh bien, on peut apprendre à vivre avec. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'on verra avec les pratiques, c'est quand on apprend à vivre avec un processus qu'on appelle le PIS notamment, parce qu'il y a sûrement d'autres pratiques qui aussi vont dans le même sens. Eh bien, avec le PIS aujourd'hui, on est capable, en restant avec, de voir comment la vie se recrée dans le liquide et la vie se recrée dans le tissu. Et donc, la mécanique, on verra que ça passe par les nerfs vagues, les fascias, et par certaines structures au niveau du cerveau, des cerveaux, parce que c'est des cerveaux finalement aujourd'hui, hein, intestin, cœur et tête, et comment ça interagit avec le champ de conscience qui est autour de nous. Donc on verra qu'au quotidien, cet espace qu'on peut retrouver entre les molécules d'eau qui finalement nous fait vivre avec la réalité de manière sereine, hein, plutôt que de la elle passe par une conscience qui n'est pas limitée au corps et au cerveau, mais en nous reliant à ce que tu évoquais tout à l'heure, qui est le champ de conscience dans lequel on baigne. C'est-à-dire que si on observe les événements à partir de ce champ de conscience, donc ça demande quelques petites astuces pour justement vivre avec, eh bien l'eau retrouve son espace naturel qui est celui de l'embryon et du fœtus. Et puis les 2 premières années de vie de l'enfant, on va dire, grossièrement. Est-ce que tu as l'impression de pouvoir expliquer finalement de façon quantique et de façon physique, là, parce que c'est la physique quantique, puis qu'est-ce qui se passe dans notre corps dans l'interaction entre la lumière et la matière? Dans le fond, ce que les sagesses ancestrales, orientales, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme, nous expliquent depuis toujours le moment présent, être ici maintenant, accueillir ce qui est. Est-ce que c'est un peu la façon... Oui, c'est ça. Une sagesse? Oui, c'est ça. En fait, si tu veux, pour moi, la plus grande technologie aujourd'hui de l'espèce humaine, c'est la conscience. Et cette conscience, elle ne sait pas s'exprimer sans le liquide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de réapprendre une technologie qui est ancestrale, qui est maintenant disponible au public, alors qu'elle était disponible uniquement à des initiés pendant des siècles. Et maintenant, l'école des mystères est en train de s'ouvrir, si je puis dire. Elle devient disponible à la masse et au public. Et elle nous enseigne comment, en fait, la matière dialogue avec la lumière, comment la lumière dialogue avec la matière, et le liquide va avoir une place centrale dans justement ce montage, on va dire, cette construction. Mais ce liquide, il n'interagit pas de la même façon avec une conscience locale, c'est-à-dire localisée au corps et au cerveau, qu'avec une conscience qui est non locale, qui en fait, quand on dit une conscience non locale, c'est le champ de conscience global. Voilà, c'est notre connexion à la connaissance pure, à l'amour pur, à tout ce qui vibre dans l'univers. Or, ce champ de conscience, il sait tout faire. C'est à la fois le grand médecin naturel, hein, c'est le grand sage, et je dirais aujourd'hui, ce qui nous incombe, c'est à nouveau de savoir interagir, de faire interagir ou laisser interagir les deux. Cette conscience non localisée, ce champ de conscience global, où il y a de l'information, de l'énergie et de la conscience, et en même temps, ce liquide. Ça va être l'objet des 3 ateliers la semaine prochaine. Écoute, je vais remettre ici l'information et vous avez au-dessus de la vidéo ou à côté, selon comment vous nous regardez présentement, vous allez avoir le lien pour aller voir toutes les informations et accéder gratuitement aux 3 ateliers qui commencent cette semaine. Écoute, Stéphane, merci infiniment pour ces explications-là. Mais au bout de cette connaissance-là, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement de comprendre tout ça? Et puisqu'on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre, je présume que, évidemment, tu apprends toujours, mais qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, cette
Ce que ça m'apporte, c'est de voir qu'en fait, on peut vivre dans deux réalités qui ne font qu'une. C'est-à-dire qu'en fait, face à des événements qui sont difficiles, on croit qu'en fait, on va se passer de la souffrance, mais la souffrance, elle est tout le temps présente. C'est juste le rapport à la souffrance, c'est-à-dire le rapport à la réaction du liquide face aux événements. Le liquide peut continuer à réagir de la même façon. Mais est-ce que le regard va s'associer au corps et au liquide, ou est-ce qu'il est capable de voir que le corps fait partie de la réalité, au lieu de croire que le regard est ce corps? Tu vois, hein, si je schématise grossièrement, c'est ça. Donc au quotidien, ce qui se passe, si tu veux, c'est que la vie ne s'arrête pas, hein, elle continue. Hein. Elle continue son chemin. Tu vis des moments qui sont, pour la réalité quotidienne, faciles, difficiles, mais le rapport que tu as c'est-à-dire que le regard qui va se porter dessus, lui, si tu veux, passe dans une réalité qui est sereine. Ça veut dire que tu peux vivre des événements qui sont très difficiles pour un être humain, mais tu le vis un peu, c'est ce que j'appelle l'arrière-boutique. La vitrine, c'est difficile. Oui, en observateur, sans les conséquences dramatiques qui viennent avec quand on est submergé par les émotions. Mais en arrière-boutique, si tu veux, c'est serein et calme. C'est ce qui est étonnant. C'est-à-dire que, imagine que tu perdes, bon, ça n'a pas été mon cas encore, et puis j'espère pas, et en même temps, ça se passera comme ça se passera, mais si tu perds un enfant, tu peux être d'une infinie tristesse, parce que c'est terrible, évidemment. Hein. Mais à l'extérieur, si tu veux, tu peux ressentir une espèce de sérénité, de joie sans raison. C'est-à-dire que tu n'es pas joyeux parce que tu perds, mais parce que c'est là, tout simplement. C'est présent. C'est la nature même de l'être. Cette sérénité, ce calme et cette joie. Et c'est le fait d'avoir découvert l'activité des liquides en lien avec la conscience. Hein, on a les travaux de Masaru Emoto fin des années 90, début des années 2000, mais qui étaient juste, je dirais, une première saveur de ce que l'on Oui, c'est vraiment une initiation. Pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle, le docteur Emoto, qui est un Japonais qui a fait des travaux sur la cristallisation de l'eau en fonction de l'émotion qu'on va induire à l'eau. Alors, si on envoie de la haine, elle se cristallise d'une façon, de l'amour, elle se cristallise d'une autre façon qui est beaucoup moins chaotique, qui est belle. Et là, c'est beau parce que ça nous a mis en image, en fait, à quel point cultiver la beauté apporte de l'harmonie. Et cette harmonie-là, elle se crée dans le corps également, puisqu'on est de l'eau. Oui, et on verra d'autres représentations qui sont plus récentes d'une chercheuse qui s'appelle Veda Austin, et vous verrez, on verra quelque chose en direct qui est assez fabuleux, qui est associé à la mémoire de l'eau. Alors la mémoire de l'eau, en général, les gens connaissent bien, mais si vous voulez, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, Stéphanie et moi, donc Stéphanie m'accompagne, hein, qui m'accompagnera lors des ateliers, enfin, qui m'accompagnera, on est ensemble, c'est pas elle qui m'accompagne. Vous la voyez d'ailleurs, et c'est une autre. Je l'accompagne aussi. Ouais. On vit ça en couple, hein, nous, hein, et avec notre petite fille, qui a 4 ans. Merveilleux. C'est que, en fait, si tu veux, au jour d'aujourd'hui, cette mémoire de l'eau, elle est un peu vulgarisée, mais on va en faire quelque chose la semaine prochaine. On va voir comment cette mémoire, elle se manifeste non pas dans une dimension locale, mais dans une dimension non localisée. Et on verra surtout les 7 fonctions de la lumière et comment ces 7 fonctions sont reliées directement à l'activité de nos liquides au niveau du corps, dont on est composé à 99%. On verra des images qui sont magnifiques, notamment du cœur. On verra que le cœur se présente plutôt sous une forme hélicoïdale. Et on verra pourquoi on est fait de tourbillons. On verra aussi comment, lors de l'atelier, comment la réalité se crée en miroir de nos liquides. Voilà, il y aura plein de choses. Il suffit d'aller voir un petit peu les pages de Conversion Papillon, vous regardez les questions, vous verrez les thèmes qui sont abordés, ils sont multiples. Je ne peux pas les résumer juste en quelques instants. Et ce n'était pas le but de cette entrevue, c'était surtout pour qu'on puisse comprendre un petit peu votre travail et nous amener aussi à comprendre cette réalité qui nous amène vraiment dans une connaissance beaucoup plus large de qui on est. C'est ça. En fait, si tu veux, quand on dit aimer cette dimension qui se présente, où commence-t-elle? C'est la question à se poser. Où commence-t-elle? Sachant que cet espace localisé est un réceptacle de quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, où commence aimer? Où commence l'amour, si c'est plus facile pour vous, hein? Où ça commence? Et où ça peut se manifester dans le liquide? Où ça peut se manifester dans le liquide et comment? C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine.
hein. Écoute, j'ai juste une petite question ici. On va essayer de la comprendre. D'ailleurs, à quel moment ces éruptions solaires ont commencé à plus nous affecter? On revient à l'histoire des éruptions solaires parce que même, je ne sais pas si tu connais Sadhguru, qui est un de mes gourous préférés, qui se promène partout dans le monde en moto Ouais. et qui parle des éruptions solaires. Et lui, il dit que ça a commencé il y a 1 an et demi, puis il y en avait beaucoup avant, là, mais qu'une concentration d'éruptions solaires, on est comme dans une période qui va durer 5 ou 6 ans. Alors, Tu es d'accord avec cette théorie-là ou pas? oui, c'est pas faux. Rien n'est faux de toute façon, par définition, hein. Tout ce qui apparaît est vrai, mais souvent incomplet. Les éruptions, en fait, elles sont surtout suivies depuis le début du XXe siècle. On en a une, par exemple, en 1959, qui était la fin d'un cycle de 11 ans, parce qu'en fait, ce sont des cycles de 22 ans. On a 11 ans de montée en régime de l'activité solaire, hein, sous forme du champ électromagnétique du Soleil qui rentre peu à peu dans une activité forte. Et en fonction de ce qui va se passer les 11 premières années, on va intégrer les 11 années qui suivent. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais alors moi, j'étais pas là, je suis né un peu à la fin des années 60, mais les années 60, c'est vraiment des 10 années ou 11 années vraiment de grandes découvertes, de grandes ouvertures à la vie, de grandes ouvertures cosmiques, psychiques, spirituelles, etc. De révolution aussi? Oui, une forme de révolution. Puis après, ça s'est un peu calmé, tu vois, parce que les éruptions étaient moins fortes dans les cycles qui ont suivi. Alors là, Et on est là, dans une montée ou dans une descente? On est clairement alors dans une montée. là, en 2024, on est sur la 11e année d'un cycle de D'ascension. d'ascension. Et dans les 11 années qui vont suivre, on sera sur l'intégration. Donc, on a tout intérêt à ce que cette année, que ce soit très fort. Parce qu'en fonction justement de l'intensité des éruptions cette année, là par exemple depuis 15 jours, ça n'arrête pas. Quasiment tous les jours, on a des pics R1, R2 ou carrément des pics X qui sont les plus forts. Donc on est sacrément secoué là depuis 2 à 3 semaines. Donc c'est un signe aussi qu'on est très très proche de la fin des éruptions dans leur pic et que normalement ça devrait intervenir cette année. Et après on a 11 ans d'intégration. Donc plus on est secoué cette année, plus les 11 années qui suivent vont être des années d'ouverture qui vont être très fortes de créativité, etc. Donc, on suit ça tous les jours. Hein. Bon, ben écoute, merci infiniment de ces informations. Je pense que les gens peuvent faire leurs recherches par rapport à tout ça. Moi, personnellement, je ne connais pas assez ces cycles-là pour avoir une opinion, mais je le sais dans mon corps quand ça se passe. Puis il y en a d'autres comme moi, parce qu'il y a quelqu'un ici, je termine avec ça, Carole, qui dit, je le ressens aussi dans mon corps lorsqu'il y a des éruptions solaires, mon sommeil est perturbé. Je ressens une certaine fébrilité dans la journée. Alors voilà. Merci infiniment de toutes ces informations. Je vous souhaite une très belle série d'ateliers avec Conversation Papillon. Je salue Annie et Pierre d'ailleurs derrière qui sont dans cette belle œuvre. Et Stéphane, on aura d'autres occasions de se reparler. Bon atelier à tout le monde. Oui, merci France et merci à vous tous. Et puis à la semaine prochaine sans doute. Oui, pour plusieurs. Merci. À bientôt.